Salut Annie, comment ça va? Hello, hello! Ça va bien? Heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Ben, très heureuse que tu aies accepté mon invitation à venir jaser avec moi. Donc, ben, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, de se foutre la paix, de tout ce qui est un peu la surcharge, peut-être la culpabilité quand on est professionnel en relation d'aide, puis comment on peut gérer tout ça. Fait qu'on va jaser de tout ça en détail ensemble, mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Annie? Mais oui, avec plaisir. Donc, Annie au jour le jour sur les réseaux sociaux, on me reconnaît beaucoup par ce surnom-là. Je suis thérapeute en relation d'aide, consultante, conférencière. Je me spécialise vraiment en prévention de l'épuisement. Et j'ai un parcours quand même assez diversifié. Ça va faire un peu plus de 20 ans, je pense 22 ou 23, que je travaille dans la relation d'aide. J'ai fait un peu de tout, là. J'ai enseigné au cégep, j'ai travaillé avec des enfants à besoins particuliers, j'ai accompagné les familles. Et là, ça fait depuis 2019 vraiment que ma mission, c'est d'aider le maximum de personnes possible à se foutre la paix, donc à s'enlever une bonne couche de pression sur les épaules, spécifiquement les professionnels de la relation d'aide, justement. Donc, je suis contente d'avoir l'opportunité de leur parler directement sur ton podcast aujourd'hui. Yes! Puis c'est comme ça que je t'ai découvert, hein, ayant moi-même des défis à me foutre la paix. Je trouvais que ton message résonnait beaucoup avec moi, en cheminement. Il résonne avec moi-même aussi, je te dirais. C'est un besoin courant chez moi aussi. Ben oui. Puis, ben, on va partir avec ça, mais tu sais, se foutre la paix, puis tu dis particulièrement chez les professionnels en relation d'aide. Pourquoi ou qu'est-ce qui se passe ou pourquoi on... Ben, qu'est-ce que ça veut dire pour moi se foutre la paix? Parce qu'on me pose souvent la question, ça englobe quand même beaucoup de choses, Mm-hmm. mais à la base, c'est surtout d'être en mesure de lâcher prise sur la perfection. Mm-hmm. Donc, se rappeler qu'on a le droit d'être humain, humaine, de se donner de la bienveillance, de l'amour, du respect. Puis ça semble vraiment évident parce que les professionnels de la relation d'aide, souvent, c'est un peu leur mission avec les gens qui accompagnent. Mais je dirais que de ce que j'observe depuis plusieurs années quand même, c'est que c'est un défi. Et que généralement, c'est des gens qui sont dans le sacrifice et le don de soi. Donc, ils vont donner tout aux autres et au passage, vont s'oublier. Puis quand je parle des autres, oui, leur clientèle, mais des fois, c'est comme maman aussi avec nos enfants, dans notre relation. Bref, souvent, ce qui nous amène à vouloir aider l'autre, c'est cette propension un peu naturelle qu'on a de vouloir sauver tout le monde. Et c'est ce qui m'a amené, en tout cas, moi, dans la relation d'aide. Là, on me surnommait Mère Teresa déjà quand j'étais au primaire. Fait que c'était comme assez clair que je m'en irais un peu dans ce domaine. Mais c'est pour ça, je pense que c'est un besoin encore plus important d'apprendre à se foutre la paix, c'est-à-dire aussi d'être capable d'appliquer à soi-même ce qu'on enseigne, ce qu'on propose aussi. Puis, c'est un défi de tous les jours, je pense, d'être capable de le faire là, sans culpabilité, sans se taper sur la tête. Oui, ben c'est un peu vers là que je m'en allais, tu sais, parce que justement, on travaille souvent en relation d'aide, puis il y a plein de choses qu'on va dire à nos clients ou les gens qui nous consultent, puis tout ça. Puis c'est particulier qu'on n'arrive pas à l'appliquer à nous-mêmes, tu sais, Ben, moi, je crois vraiment, puis ça fonctionne dans plein de domaines, je crois que ce qui va nous amener souvent à exercer un métier, c'est nos propres besoins, notre propre questionnement, nos recherches de solutions, adaptées un peu à ce qu'on vit, ce qu'on traverse dans notre propre réalité. Je sais pas toi à l'université, mais moi, en tout cas, je me rappelle en psycho avoir rencontré quand même pas mal de gens qui se questionnaient d'abord et avant tout sur leur propre histoire, sur comment un peu sortir de certaines situations. Fait que je pense que ça part un peu de là, puis c'est ce qui fait aussi qu'on va s'intéresser, qu'on va avoir envie d'en savoir plus. J'ai bien de la misère avec le discours qui parle de manque de cohérence quand un professionnel n'est pas forcément capable d'appliquer à 100% sur lui-même. Puis là, je parle d'un médecin aussi, je parle peu importe le professionnel. Tu sais, on dit souvent cordonnier mal chaussé, là, mais c'est la même chose. Pour moi, c'est pas un manque de cohérence. On peut très bien s'intéresser, comprendre, développer des compétences tout en se rappelant que ça reste fondamentalement difficile pour n'importe quel être humain de travailler sur soi, de prendre soin de soi, de se mettre en priorité, surtout dans un monde comme celui
dans lequel on vit actuellement, un monde qui a tendance naturellement à faire passer tellement de choses avant nos besoins, là. La performance à tout prix, le fait de réussir, de s'accomplir, mais professionnellement en termes de biens matériels aussi, etc. Donc, juste prendre soin de comment ça va à l'intérieur de nous, je pense que c'est un défi pour tout le monde. Alors, je trouve ça un peu ingrat de dire aux professionnels de la relation d'aide, ben vous autres, vous savez comment ça marche, fait que ça devrait être facile pour vous. Ouais. La vérité, c'est que non, ce n'est pas facile pour personne et que ça nécessite un recul que personne n'est vraiment capable d'avoir à 100% tout le temps avec soi-même, tu sais. Alors qu'avec les gens qu'on accompagne, ce recul-là, ben il est naturel, hein? On n'est pas en train de vivre leurs émotions, on n'est pas dans leur situation, donc on est capable d'amener plus de distance. Puis est-ce que tu aurais, je te demande ça de même, comment est-ce qu'on prend ce recul-là? Est-ce qu'il y a une façon qu'on peut essayer de s'aider à prendre du recul par rapport à nous-mêmes? Fait que oui, être accompagné, puis tu disais, c'est un peu ça. C'est un peu ça aussi mon mandat, ma mission, de dire, OK, tu sais, moi, j'ai été là, je me suis vue aller, j'ai mis des choses en place, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins bien. Comment moi, je peux t'aider, justement, quand je suis pas dans tes souliers? Mais dans nos propres souliers, là, y a-t-il des façons qu'on peut essayer de mieux prendre soin de nous, d'avoir ce petit pas de recul, de s'observer? Ben, c'est sûr que la réponse à ça, ce serait de dire, comme tu as dit, ben fais-toi accompagner. Ouais. C'est certain que pour moi, c'est essentiel. On est des êtres sociaux et on a besoin d'un entourage. Puis quand je parle d'être accompagné, c'est pas toujours par un professionnel, mais c'est au moins d'avoir un réseau, d'avoir un cercle autour de nous, des personnes en qui on a confiance, à qui on peut parler et qui vont parfois par des questions ou simplement en reflétant ce qu'ils entendent, nous amener à prendre un pas de recul. Des fois, c'est difficile, ça fait mal, on n'a pas toujours envie d'entendre que les gens ont à nous dire. Et des fois, c'est plus facile quand ça vient d'un professionnel parce qu'il n'y a pas la relation affective. Mais ça reste que pour moi, ça, c'est la base. Mais après ça, tout le travail de connaissance de soi, puis à chaque fois que je dis ça, je suis comme, c'est tellement cliché, tout le monde dit ça tout le temps, mais Caroline, on s'en sort pas. Je pense vraiment que c'est quelque chose qu'on néglige pour beaucoup de gens, la connaissance de soi, ou du moins, on a des phases, là, on travaille là-dessus pendant quelques temps, puis après ça, on pense que c'est réglé pour toute la vie. Mais se connecter à qui on est, où est-ce qu'on est rendu, nos besoins, nos aspirations, nos limites, ce qui nous passionne, etc., c'est un travail d'une vie, hein? Ça va être en constante évolution selon ce qu'on va traverser comme épreuve, ce qu'on va vivre, tout simplement en vieillissant, hein, on se transforme, on change. Donc, je pense que d'apprendre à se questionner ou juste de s'arrêter, là, puis de se demander de quoi est-ce que j'ai besoin maintenant, qu'est-ce que j'ai envie maintenant, juste ça, là, c'est déjà une grosse clé, selon moi, pour prendre du recul. S'arrêter, là, juste faire un stop sur la vie qui va tellement vite et se poser ces questions-là. Puis je trouve ça super intéressant. Puis tu sais, moi je le vois aussi, oui, dans la vie personnelle, mais dans la pratique professionnelle, dans le sens où pour moi, souvent dans notre pratique professionnelle, on a tendance à avoir un modèle, une façon de faire, à regarder un peu comment ça se passe dans notre domaine, puis reproduire ça, alors que peut-être que ça nous convient pas. Puis souvent, on va faire les choses un peu comme tout le monde. Puis on va pas nécessairement se questionner, on va penser que c'est ça qui est ça, tu sais, genre, voici, moi, je suis telle personne professionnelle. C'est le fameux piège des je dois, il faut, puis c'est sûr que pour beaucoup, on a quand même été formés à exercer notre métier. Alors, c'est difficile, une fois qu'on arrive sur le terrain, de faire la part des choses entre ce que j'ai reçu comme enseignement et ce que j'ai envie de garder ou peut-être de mettre de côté. Ça reste que c'est des humains qui nous enseignent. J'ai enseigné longtemps moi-même. Et ça reste que veut pas, quand on enseigne, on vient teinter nos enseignements de nos croyances, de nos expériences. Alors, ça veut pas dire qu'on détient la vérité absolue. Alors, comme professionnel, quand on sort des écoles, je pense que c'est super important déjà de venir voir c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma pratique, est-ce que je suis bel et bien alignée avec ce que j'ai entendu pendant toutes mes années d'université, de cégep, peu importe. Et une fois qu'on le pratique, qu'on l'essaye, qu'on l'expérimente, s'il y a quelque chose qui coince, qu'on n'est pas bien, que ça fonctionne pas, mais je pense qu'il faut se laisser la possibilité d'ouvrir nos horizons et d'aller voir ailleurs, de regarder ailleurs. C'est sûr que je vais mettre un bémol ici. Beaucoup de pratiques sont quand même légiférées. On peut pas faire n'importe quoi non plus. Mais je pense qu'il existe quand même tellement une panoplie
d'approche dans tous les domaines qu'on peut s'autoriser, on peut aller voir un petit peu ailleurs puis sortir du cadre. Et c'est en expérimentant, justement, en osant essayer qu'on va pouvoir voir qu'est-ce qui est peut-être un petit peu plus aligné dans la façon de faire. Et c'est parce que des gens se sont autorisés à faire ça que les pratiques évoluent autant aujourd'hui. Sinon, bon, je sais que dans certains pays, c'est encore très loin derrière. Ils se sont peut-être pas tant autorisés à le faire. Mais ici, en tout cas, en Amérique du Nord, il y a quand même beaucoup, beaucoup de diversité d'approches. Puis je pense que c'est parce qu'il y a des gens qui ont osé sortir du cadre que ça existe aujourd'hui. Uh-huh. Puis, c'est la première étape pour moi dans ça, c'est se donner le droit, justement, se donner la permission d'identifier ce qui nous irrite puis ce qui nous convient pas dans notre pratique, chose que souvent, tu sais, on se dit, ah ben ça va quand même bien, tu sais, comme le fameux syndrome de ça va quand même bien, ma pratique va bien, j'ai des gens qui viennent me voir, tu sais, sur papier, ça va bien, mais tu sais, en dedans de toi, est-ce que ça va bien, est-ce que c'est ça que tu veux? T'sais? Ça me parle tellement parce que je suis passée par là de vivre des grands, grands, grands succès, mais d'être complètement désalignée avec les moyens qui m'ont permis de vivre ces grands succès-là et de devoir faire le deuil, de laisser aller ça. Puis quand je dis faire le deuil, c'est aussi d'affronter la peur de, ben, si je fais pas ça comme ça, ce qui m'a amené du succès, ben, est-ce que finalement j'aurais plus de succès? Est-ce que je m'écoute vraiment ou finalement je fais ce que tout le monde me dit de faire qui va m'amener ce succès-là? Alors, je pense que sur le long terme, si on n'écoute pas la voix forte à l'intérieur de nous qui nous dit ça fonctionne pas, ça va pas, puis des fois la voix elle est pas super claire, des fois c'est notre corps qui envoie toutes sortes de signaux. Si on les écoute pas, veut pas, ben moi j'ai pour mon dire, puis je l'ai expérimenté plus d'une fois dans ma vie, que finalement la vie va se charger de nous les faire écouter. Donc, par toutes sortes de moyens, là. Donc, est-ce que c'est vraiment ça qui va nous permettre finalement, sur le long terme, de poursuivre notre mission et de faire ce qu'on a envie de faire? Non. Non, parce qu'à un moment donné, on va pogner un mur, ça, c'est certain. Puis, tu sais, les gens trouvent toujours que je suis un peu alarmiste quand je dis ça, mais c'est la réalité, là. Pour moi, que ce soit la procrastination, que ce soit l'épuisement, tous ces comportements-là, finalement, ce sont des résultats d'un désalignement, le fait de ne pas s'être écouté, pas avoir respecté nos besoins, nos limites. Alors, si tu procrastines tellement que tu restes là puis tu fais pas ce que tu as à faire pour pouvoir faire avancer tes projets, ben, t'es pas plus en business, là. ça va pas mieux. Fait que peut-être c'est le temps de te demander, ben, si je procrastine autant, peut-être parce que ça me convient pas. C'est peut-être pas ça que j'ai envie de faire, finalement. Oui. Puis c'est intéressant. J'aimerais ça t'entendre justement sur tout ce qui est un peu la ligne entre la procrastination puis je vais dire la discipline, entre guillemets, là, mais tu comprends un peu ce que je veux dire, tu sais, de dire, OK, je le fais pas parce que c'est pas aligné ou je le fais pas parce qu'il faut juste que je le fasse. C'est super complexe, la procrastination. Ouais. Puis ce que je trouve dommage, c'est qu'on l'associe quasi uniquement, justement, à la discipline. Donc, t'es discipliné ou t'es pas discipliné, alors que c'est archi faux. La procrastination, c'est un mécanisme de défense et ça découle de plein de choses. Hein. Ça peut être une peur, ça peut être une mauvaise habitude, oui, effectivement, mais c'est pas juste aussi simple que de dire à la personne « deviens discipliné et tu ne procrastineras plus ». Dans le fond, ce qui arrive, c'est que dans bien des cas, on va procrastiner pour fuir. Et ça, c'est un mécanisme de base qu'on a, réactionnel. Donc, il faut d'abord comprendre pourquoi on veut fuir et il faut venir adresser ce qu'on veut fuir. Donc, pour adresser ce qu'on veut fuir, ben parfois, ça va être de se dire, ben cette chose-là que je veux fuir, est-ce que ça vaut la peine de me discipliner, justement? Tu sais, est-ce que j'y tiens tellement? Est-ce que c'est pertinent? Parfois, oui, effectivement, tu as raison. Des fois... il y a des choses qui sont difficiles qu'on a à faire, qu'on a envie de faire parce qu'ils nous amènent là où on a envie d'aller. Alors là, ça vaut peut-être la peine de se donner des petits coups de pied dans le derrière. Mais est-ce que ça vaut tout le temps la peine? Moi, je pense que dans une forte probabilité, ça ne vaut pas la peine. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on s'impose qui ne valent pas la peine, qui ne valent pas l'énergie qu'on y met. Et c'est justement parce qu'on se fait violence à faire tellement de choses pas importantes, pas essentielles, pas alignées à nos valeurs, qu'on manque de temps et d'énergie pour faire ce qui est vraiment important pour nous, là. Et c'est pour ça que des gens se réveillent là à 60 ans, à 70 ans, avec des regrets à se dire « Oh, j'aurais dû faire ceci ou cela ». Ben parce que leur projet, leur rêve, c'est toujours ce qui a été tassé pour mettre de l'énergie sur « Ben, il faut que je me conforme, il faut que je fasse les choses que je dois faire, ma maison doit toujours être propre, il faut que... » Tu sais, tous les cadres qu'on s'impose, tous les standards. Mais la question, c'est
est-ce que c'est vraiment important pour toi? Tu le fais pour qui, là? Si t'es pas en train de le faire pour toi, selon moi, tu gaspilles ton énergie. Mhm. Ouais, c'est vraiment super intéressant. Fait que ouais, encore une fois, ben, ça reste la connaissance de soi puis le petit pas de recul de se dire, OK, en ce moment, ça me tente pas de faire ça ou je procrastine ou je repousse ça. Pourquoi est-ce que je le fais? Puis est-ce que, justement, est-ce que c'est quelque chose qui m'amène? Ça peut être le pourquoi, le problème, c'est-à-dire, est-ce que tu as une motivation assez forte qui t'amène vers ces actions-là? Sinon, ben peut-être qu'il faut aller questionner ça, mais souvent, c'est le comment. Ça veut pas dire que c'est ton pourquoi qui est pas bon. Peut-être que ta motivation, ton aspiration est excellente, mais si tu procrastines, c'est pas ça le problème. C'est peut-être tous les moyens que tu t'imposes pour y arriver. Alors, accroche-toi à ton pourquoi, mais donne-toi le droit de regarder d'autres stratégies, d'autres moyens, d'essayer d'autres chemins que peut-être ceux qui t'apparaissent les plus évidents au départ. Fait que c'est pas de dire, je procrastine, fait que j'abandonne tout mon projet, mon rêve, etc., parce que ça veut dire que c'est désaligné. Non. Souvent, c'est un problème de moyens, si tu veux mon avis. C'est les stratégies, les actions qu'on s'impose qui posent problème. Et puis tu dis ça, puis ça flash dans ma tête une cliente avec qui j'étais en accompagnement la semaine passée, justement. Puis tu sais, dans notre fameuse pratique, tout ce qui est la rédaction, les canevas, les rapports, tu sais, nous, c'est quelque chose qui est quand même gros dans notre monde. Puis elle me disait, faut que je revoie mes canevas, puis ça n'a pas de bon sens, puis je perds du temps, puis tout ça. Puis tu sais, elle dit, à chaque fois que je le fais, j'essaie de prendre des modèles, puis ça marche pas, puis ça me convient pas, puis j'arrive pas à transmettre mes idées. Puis j'étais comme, OK, comment, qu'est-ce qui te plaît? Comment tu transmets tes idées? Elle dit, j'aime vraiment ça, parler avec les gens. Je dis, OK, ben, enregistre une capsule vidéo de remise de rapport. Tu sais, c'était comme... j'aime ça! J'ai jamais pensé faire ça. Mais revenons à pourquoi on le fait. Oui. Dans le fond, là, on s'est arrêté sur le comment, sur la forme, sur comment ces rapports-là devaient être faits. Mais il sert à quoi, le rapport? Oui. C'est quoi l'objectif du rapport? Si tu trouves un autre moyen qui rencontre cet objectif-là, qui remplit sa mission, why not? À moins que ça soit écrit quelque part que vous n'avez pas le droit, là, t'sais. Mais si vous avez le droit, why not de faire des rapports avec des audios dedans? Pourquoi pas? T'sais, on peut-tu, à un moment donné, puis des fois, même, je dirais qu'on s'enfarge dans les fleurs du tapis. J'ai aussi accompagné pendant plusieurs années une orthophoniste, by the way, qui avait ce même défi-là. Puis des fois, j'ai dit, tu sais, finalement, tous ces détails-là que tu te mets la pression d'ajouter, là, est-ce que c'est vraiment une valeur, une plus-value pour la famille, pour le parent? Est-ce que c'est vraiment de ça qu'ils ont besoin maintenant? Ils ont-tu besoin que ton rapport il soit hyper beau esthétiquement, ou est-ce qu'ils ont besoin que l'information soit pertinente puis leur permette de poser les bonnes actions puis de prendre les bonnes décisions pour le développement de leur enfant? Fait que revenons à l'objectif vraiment, puis d'arrêter de s'ajouter tout le temps des étapes pour se rendre à cet objectif-là. Puis même des fois, je me dis que c'est une forme de procrastination aussi, de se compliquer la vie, parce que ça nous éloigne des fois de l'objectif qui, on va se l'avouer, nous fait peur des fois, tu sais. Donc, c'est aussi quand je parlais de se foutre la paix, c'est aussi d'apprendre à simplifier les choses, parce que l'être humain est maître dans l'art de se compliquer la vie, là, à tous les niveaux dans sa vie personnelle, professionnelle. Tu sais, prendre les chemins les plus complexes. On le voit, là, tout le monde a un exemple qui lui vient en tête présentement. Combien on peut rendre ça compliqué pour plein de raisons qui n'ont pas vraiment rapport, finalement, quand on prend le temps d'y penser. Tu sais, c'est... Pourquoi? Pourquoi faut que ça soit si compliqué, finalement? Super intéressant. Good. Puis j'ai envie d'amener sur un autre sujet connexe là, dont on voulait jaser ensemble, puis c'est tout ce qui est labeur émotionnel. Quand on travaille en relation d'aide, puis comment ça peut ça prend de la place. Mais bref, je te laisse nous expliquer qu'est-ce que c'est et comment ça peut nous affecter dans notre pratique, dans notre quotidien. Oui, mais je pense qu'il y a des beaux liens à faire aussi. C'est une fatigue, la fatigue émotionnelle qu'on néglige vraiment, vraiment beaucoup, dont on ne parle pas beaucoup. On valorise énormément l'effort physique et on va sous-estimer l'effort intellectuel et l'effort émotionnel, donc qui sont aussi demandants autant pour le corps que pour le cerveau, même si ça paraît moins
Hein? On va moins suer, on va moins être courbaturé peut-être, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'effort. Et il y a plein de signes cognitifs, notamment, qui nous démontrent qu'il y a bel et bien eu effort parce qu'il y a clairement de la fatigue, on fait des petits oublis, tu sais, on se sent un peu dans la brume. Là. Qui n'a pas déjà eu une grosse journée à se casser la tête là, avec beaucoup de charge mentale à gérer, d'arriver le soir complètement lavé, avec de l'énergie physique, mais la tête est plus là. On est vraiment dans un nuage. Et ça, ben, ça découle souvent soit d'une fatigue cognitive ou d'une fatigue qui est émotionnelle. Et nous, en relation d'aide, c'est une fatigue qu'on connaît très bien, qu'on expérimente continuellement. En gros, c'est quoi? Le labeur émotionnel, c'est le travail des émotions. Donc, quand on est avec quelqu'un qu'on accompagne, généralement, ben, on a un travail à faire notamment pour mettre un peu de côté nos propres émotions pour vraiment aller s'adapter, s'ajuster à l'énergie qui est transmise par la personne qui est devant nous, à l'émotion qui est vécue. Donc, on va devoir pas se contrôler, mais se réguler énormément durant toute la rencontre. Puis souvent, ben, poup, on passe à une prochaine rencontre. Hein? Il n'y a pas tout le temps des pauses entre deux rencontres. Poup, poup, poup. Fait que là, ben, on arrive avec une nouvelle personne, puis là, on doit changer tout notre cadre, on doit se réajuster. Donc, ce petit travail-là, là, c'est très exigeant. Parce qu'à la base, ben, on le sait, à l'état naturel, l'être humain, il a besoin de faire sortir ses émotions hein, de toutes sortes de façons. Fait que de devoir les contenir continuellement, c'est très exigeant. Et comme on le néglige, qu'on ne prend pas soin, par exemple, de faire des pauses entre les personnes qu'on accompagne ou de juste se permettre d'évacuer tout ça ou même d'être en accueil de nos émotions sans se juger, ben, on accumule énormément de fatigue et ça peut nous amener vers une fatigue qui est émotionnelle. Puis là, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est relié, là. C'est pas, ça fonctionne pas en silo, cette affaire-là. Là. Fait que la fatigue émotionnelle va entraîner éventuellement une fatigue qui est physique, va entraîner des symptômes physiques, peut nous amener vers un burn-out. C'est pas juste le corps ou juste les émotions ou juste la tête. Tout est relié aussi. Et quand on est dans une fatigue émotionnelle, ben ça peut nous amener justement à ne plus répondre aux besoins de base de notre corps, à ne pas bouger, manger, boire de l'eau. Donc, tout ça va découler finalement d'une fatigue qui va être généralisée, non pas qui va rester juste dans l'émotionnel. C'est beaucoup le fait, justement, de ne pas le reconnaître, de ne pas l'adresser et souvent même de le sous-estimer. Donc, on va se taper sur la tête, on va se dire, ben voyons, j'ai pas de raison d'être fatiguée, j'ai passé ma journée derrière un ordinateur. Ça, c'est soit notre voix qui nous dit ça à nous-mêmes ou c'est notre entourage. T'sais, ben voyons, on dort de rien fait de la journée, voir que t'es fatigué. Donc, on va dévaloriser ce genre de fatigue-là. Et c'est ce qui va amener les gens continuellement à surpasser leurs limites, à ne pas prendre le repos dont ils ont besoin parce que, ben voyons, ils devraient pas être fatigués. Fait que là, ils vont aller tondre le gazon, ils vont aller faire plein d'autres choses. Et la batterie générale, ben elle fait juste continuellement descendre. Fait que je pense qu'on a un travail aussi dans la reconnaissance de ce que c'est cette fatigue-là. C'est loin d'être facile d'être en relation d'aide. C'est pas juste jaser avec du monde. Je pense que ça commence par nous, comment on le reconnaît déjà. Parce que j'entends beaucoup de gens dans la relation d'aide sans s'en rendre compte dévaloriser leur profession, de dire, ben voyons, c'est pas compliqué ou... Puis c'est notre propre discours déjà, puis après ça, évidemment, il y a peut-être de l'éducation à faire autour sur comment les gens perçoivent ce qu'on a à faire, mais c'est bien plus que juste écouter. Comme on voit les images des fois avec les psys, là, t'es juste sur assis pendant que quelqu'un est couché sur un divan à écouter, là, c'est pas mal plus que ça, on s'entend. On s'entend là-dessus. Puis, je pense que, ben, peut-être, mais travailler avec je veux dire, avec les bonnes personnes ou avec des personnes qui nous conviennent mieux, ça peut avoir une incidence positive ou moins. Absolument. Ah oui, mais ça, est-ce qu'on se donne le droit? Ça, c'est toute une autre histoire. Il y a beaucoup de sentiments de culpabilité. Comme à la base, on a ce petit syndrome de Mère Teresa qui veut sauver tout le monde, ben là, on se sent donc bien une mauvaise personne quand on se dit peut-être que il y a un moins bon fit avec ça. Puis c'est pas dans tous les milieux qu'on a la possibilité de faire un choix non plus. Quand tu travailles dans le public, tu peux pas dire, ben je choisis de ne pas suivre cette personne-là. Bon, à moins que vraiment que ça aille vraiment pas bien et que ça rende vraiment pas service à la personne, c'est rare qu'on va nous l'autoriser. Mais ça reste que c'est une solution aussi. C'est vraiment de vivre dans un monde de licorne que de se faire à croire que tous les fits sont bons, là. OK, oui, on peut aider tout le monde.
Est-ce qu'on peut les aider au même niveau? Je pense pas. Je pense vraiment qu'avec certaines personnes, il va y avoir un alignement plus facile au niveau des personnalités aussi. Et ce, même si on s'estompe, on s'efface beaucoup, ça reste qu'on est un humain. Hein? Et je pense que c'est important d'être à l'écoute de ça, d'être en respect de ça, puis de pas avoir honte peut-être. Tu sais, c'est correct, ça se peut que pour certaines catégories de personnes ou certaines situations, tu aies des jugements. T'es pas un mauvais humain, tout le monde juge. L'important, c'est d'en prendre conscience. Puis si tu as des croyances trop fortes puis des jugements trop forts, ben c'est peut-être une bonne chose que tu décides de pas accompagner ces personnes-là. T'es pas une mauvaise personne pour autant. Je pense que c'est la conscience de soi qui fait toute la différence. Donc, je pense qu'on rend autant service quand c'est possible aux clients qu'à nous-mêmes quand on écoute ça. Des fois, peut-être qu'on va être prêt, peut-être qu'on veut aller le challenger. Peut-être que, tu sais, on aimerait ça passer par-dessus ça. Je te donne un exemple en ce qui me concerne. Tu sais, j'ai eu une relation familiale difficile, un vécu difficile. Fait que pendant très longtemps, je ne voulais pas accompagner des adultes. Je ne voulais pas. Moi, à l'université, je disais, moi, je vais toujours travailler avec des enfants. Je ne vais jamais accompagner des adultes. C'est vraiment une croyance très forte. Puis je me disais, puis à un moment donné, ben la vie a fait en sorte que je me suis retrouvée en situation d'accompagnement avec des adultes, puis je me suis rendu compte que je m'en sortais pas si mal finalement. Fait que c'est correct de le challenger, mais pas tout le temps en même temps. Puis, tu sais, moi, ça me fait penser, c'est que souvent, on va choisir, tu sais, quand on est au privé, même quand on est au public, là, on va choisir une clientèle en fonction, moi, je trouve, de la problématique ou des défis. Je vais accompagner les personnes qui ont tel besoin, tel défi. Mais au-delà du défi, il y a la personne qui est en arrière que tu accompagnes aussi. Puis souvent, on oublie ça, on va comme se nicher ou se spécialiser, nous, qu'on dit dans un domaine. Ah, je travaille avec tous les enfants qui ont des défis en lecture, en écriture. OK, fine, mais en arrière de ça, il y a l'humain qui est là aussi, puis des fois, oui, la relation peut être plus facile, plus difficile, puis moi, je me souviens aussi, des fois, je me connectais, puis c'est pas que j'appréciais pas cet enfant-là, puis c'est pas que je faisais pas une bonne job, mais c'était quelqu'un qui me demandait beaucoup plus, justement, d'énergie, puis que je sortais de ces rencontres-là, puis j'étais comme... OK, mais c'était la même problématique, là, mais la personne derrière que j'accompagnais était différente, tu sais. Fait... Oui, puis il faut avoir un certain recul pour oser l'admettre, ça. Puis des fois, ben, on va rediriger ça vers nous en se sentant incompétent, parce que justement, peut-être c'est plus challengeant, plus difficile avec certaines personnes. Mais tu sais, dans nos relations, là, on endosse pas mal toutes et tous le fait qu'on peut pas comme être amis avec tout le monde ou être en couple avec tout le monde. Une relation professionnelle, ça reste une relation. Tu peux pas enlever le mot relation de ça. C'est pas juste un échange de tu me donnes de l'argent. Surtout en relation d'aide, c'est une relation. Donc, oui, ça se peut que ça soit beaucoup plus difficile d'établir le lien, beaucoup plus difficile d'arriver des fois juste par notre façon d'expliquer, de se faire comprendre par l'autre. Parce que pour toutes sortes de raisons, des fois, c'est aussi banal que la voix. Des fois, c'est aussi banal que la voix. Puis des fois, ça prend du temps à se rendre compte que, écoute, il y a quelque chose, ça m'agresse, je suis pas capable de me concentrer, que ce soit pour le client ou pour l'aidant, peu importe, juste parce que la voix, ça gosse, OK? Regarde, c'est pas ta faute, t'es pas de mauvaise personne, ça peut arriver. Moi, il y a des podcasts, je suis pas capable d'écouter parce que la voix de la personne me tape trop sur les nerfs, c'est viscéral, c'est pas conscientisé avec le rationnel, là, c'est mon corps, il veut pas. C'est comme, ça peut arriver professionnellement aussi. Puis je pense que c'est de se dire qu'au final, être capable de l'admettre sans être dans la culpabilité, puis d'être capable de le reconnaître et de faire ce qu'il faut en lien avec ça, mais c'est de rendre service à tout le monde au final. Parce que même si oui, tu peux effectivement aider cette personne-là, ben peut-être ça sera pas aussi fluide, que l'impact ne sera pas le même, mais j'ai conscience, puis là, tu sais, je suis en train de parler, puis je suis comme, oui, je sais, il y a des listes d'attente, tu sais, il y a quand même beaucoup de facteurs qui nous rajoutent une pression que moi, personnellement, j'expérimente pas, mais dans plein de domaines, c'est le cas. Fait que, tu sais, justement, on a l'impression d'avoir une responsabilité supplémentaire de se dire, hey, tu sais, si je l'abandonne, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un d'autre?
Fait que, tu sais, fait que des fois, c'est peut-être juste de le conscientiser, de voir s'il y a des solutions. C'est pas de dire, bon, ben, elle me tape ses nerfs, je la flush, là. C'est pas radical comme ça. Non, ben non. Mais plus de travailler en amont. En amont. Donc, de se dire, si à la base, je connais mes limites, je sais avec quel type de personne j'aimerais davantage travailler, ben, je peux construire des questionnaires dans le processus, justement, de sélection ou d'appel ou de contact avec le potentiel client et agir avant. Parce que j'ai conscience qu'après, ça amène beaucoup plus d'enjeux, notamment au niveau éthique. Puis, tu sais, c'est pas évident. Mais moi, ça m'est arrivé de devoir mettre fin à une relation thérapeutique parce que ça allait pas, puis parce que ça venait activer trop de triggers, puis de trauma personnel. Puis à un moment donné, ben pour moi, c'était pas professionnel de continuer. Fait que, je savais que je rendais service à la cliente, même si ça me faisait de la peine, même si je savais pas si elle allait trouver quelqu'un d'autre. C'était pas une bonne chose de continuer, là. Mon cœur me le disait, là, ça faisait pas de sens. Puis, ben, je pense que tu as dit quelque chose de super important, puis que moi, j'essaie d'amener les personnes à réfléchir à ça, c'est en amont, puis tu sais, déjà justement, on a tendance souvent comme professionnel à avoir une petite liste, moi je trouve d'épicerie, là, un genre de menu de restaurant, je peux traiter telle chose, telle chose, telle chose, puis on parle justement des problématiques, tout ça, mais tu sais, si tu y vas avec ta personnalité, moi je suis qui comme personne, j'ai l'air de quoi, justement, tu sais, quand tu parles ou tu as une vidéo, à la limite, la personne elle va entendre ta voix, moi je gesticule, si tu veux pas que je gesticule puis que je sois de même dans les rencontres, je suis pas une bonne personne pour t'accompagner, je vais te taper ses nerfs. Il y a d'autres personnes plus calmes. Tu sais, il y a plein de choses comme ça. Fait que plus, moi, je trouve, on démontre notre personnalité, du moins à nous, notre côté de la médaille, on peut montrer ce côté-là. Mais il y a d'autres enjeux autour de ça, dans le sens où est-ce que, tu sais, beaucoup d'autres professionnels vont nous demander de s'effacer, de pas exister comme être humain, de pas être sur les réseaux sociaux, de pas parler de ce qu'on aime, tu sais. On le voit énormément, ça. Fait que là, ça amène cet enjeu-là où, puis je pense que ça rend pas service au public, by the way, t'as raison. Parce que le public a le droit, déjà, tu sais, beaucoup de gens n'osent même pas se donner le droit de magasiner, entre guillemets, leurs professionnels, parce qu'ils ont l'impression que ça se fait pas. Alors que pour moi, c'est comme, si tu te sens pas bien avec la personne, va-t'en en courant, s'il te plaît. C'est comme, je veux dire, force-toi pas à faire un suivi, tu sais, tu te rends pas service, là. Donc, oui, il y aurait, puis tu sais, on n'embarquera pas sur la question des ordres, mais tu sais, il y aurait quand même une réflexion globale à se dire, à vouloir une neutralité absolue. Est-ce que justement, on n'empêche pas à la personne de pouvoir choisir une personne avec qui, à la base, il y a peut-être un petit peu plus d'affinité naturelle, là, sans que ça soit forcément au niveau des intérêts et tout ça, mais plus comme au niveau du contact avec l'humain en tant que tel? Oui. Ben oui, définitivement. Puis c'est ça. Nous aussi, c'est comme, justement, comme tu disais, un peu de mettre moi, je vais pas dire des barrières, mais tu sais, dans ma façon d'amener les gens vers moi, il y a comme un processus qui fait en sorte qu'ils voient comment je suis, c'est quoi mon approche, tout ça. Puis s'ils se rendent à la fin, puis, tu sais, moi, j'ai besoin que les gens soient autonomes et, tu sais, dans la relation, que c'est ça, qu'il y ait beaucoup d'autonomie, de respect, puis tout ça. Fait que dans mon processus, il y a comme des étapes qui font en sorte que ben, je vais un peu qualifier la personne puis qu'elle se rend jusqu'à moi. C'est pas que je veux pas aider les autres personnes, c'est juste que ça fonctionnera pas avec ma façon d'être, ma façon de faire, puis ça va pas bien. Tu veux pas lui faire perdre son temps à cette personne-là non plus, tu sais. Fait que je pense que d'avoir des limites qui sont très, très claires très tôt, avant même que la relation se développe, ben, je pense que encore là, ça rend service à tout le monde parce que ça permet à tout le monde de se responsabiliser puis de se questionner à savoir, est-ce que je suis à l'aise avec les limites de cette personne-là? Est-ce que je suis à l'aise avec ses besoins? Tu sais, ce qu'elle demande, ce qu'elle exige de moi dans le suivi, est-ce que, tu sais, bon, c'est pas tout le monde qui va avoir la conscience de soi nécessaire pour être capable de reconnaître qu'ils ne correspondent pas à X, Y conditions. Tu sais, moi, je l'ai vécu, mais il y a quand même une bonne partie des gens qui vont être capables de dire, ben, écoute, non, tu sais, je vais être honnête avec moi-même, je le ferai pas et tout ça. Fait que je pense qu'il faut oser le nommer plus, tant au niveau professionnel que personnel. Arrêter d'avoir peur, ce n'est pas un rejet parce que tu n'es pas forcément la bonne personne pour accompagner quelqu'un. Ça ne remet pas en question ta valeur, ça ne remet pas en question qui tu es. C'est simplement de dire, comme quand tu vas magasiner pour une nouvelle couverture, ben la couverture va pas le prendre mal si finalement tu prends celle qui est à côté parce que tu as une préférence, ça semble, tu sais, comme plus chaude, puis toi, tu es quelqu'un qui a tout le temps froid la nuit, ben
il va y avoir quelqu'un là, qui va passer après toi qui, elle, a tout le temps chaud, puis elle va prendre cette couverture-là. Fait que c'est comme, tu sais, oui, c'est ça. Donc, juste, des fois, de juste comme dédramatiser, là, c'est correct. Tu sais, on peut pas répondre aux besoins de tout le monde, on peut pas être en mesure de fitter avec les limites de tout le monde aussi. Fait que soyons juste plus transparents, puis je pense que on va avoir tout le monde des relations tellement plus satisfaisantes et bénéfiques aussi, tant au niveau personnel que professionnel. Yes! Good! Eh ben c'est un beau mot de la fin, je trouve, tout ça. Super, merci Annie pour cette belle conversation. Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver, tu l'as dit tantôt, Annie au jour le jour sur les réseaux? Ouais, tous les réseaux sociaux, mais il faut savoir que ma plateforme privilégiée, c'est Instagram. Donc, c'est vraiment là que je suis la plus active, quoique en ce moment, je prends un peu de distance, ça me fait du bien, c'est l'été, on relaxe. Et on peut me trouver aussi sur mon site web, aujourlejour.ca, où il y a toutes les informations, beaucoup de gratuité, de ressources que les gens peuvent aller chercher aussi, ainsi que, évidemment, toutes les façons de travailler avec moi et mon podcast aussi, Foutrement Vrai, qu'on peut écouter directement sur le site ou sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcasts, etc., etc. Voilà. Oui, allez voir Annie, tout ce qu'elle fait. En tout cas, moi, tu me fais beaucoup de bien quand je vois passer tes choses, puis j'écoute ton podcast, je suis comme, tu sais, ça me ramène, ça me fait du bien, puis ça m'aide à, justement, me gérer, me foutre la paix. Fait que, on en a bien besoin. Merci à toi pour l'invitation. Ouais.